Bonjour à tous, merci d'être présent devant votre écran pour écouter cette petite intervention sur la modernisation des SCOT qui est issue d'une ordonnance du 17 juin 2020 et qui est amenée à entrer en vigueur un petit peu plus tard. Juste avant, un petit rappel pour définir ce que c'est le SCOT. Le SCOT, c'est un acronyme qui désigne le schéma de cohérence territoriale. C'est un document d'urbanisme qui existe à une échelle nécessairement intercommunale et dans le but de garantir la cohérence de l'aménagement du territoire à cette échelle. Le SCOT n'a pas une vocation de poser des règles d'urbanisme d'utilisation des sols en tant que telles. Sa vocation originelle, il a été créé pour ça, et d'instaurer un équilibre dans les grandes catégories d'utilisation des sols sur le territoire intercommunal. Donc le SCOT est un document qui va poser essentiellement des orientations et des équilibres dans l'aménagement du territoire, mais c'est un document juridiquement contraignant puisque les documents d'urbanisme qui lui sont subordonnés, notamment les plans locaux d'urbanisme, les PLU, doivent respecter les orientations principales du SCOT et son économie générale. D'un point de vue plus technique, le Code de l'urbanisme impose que les plans locaux d'urbanisme soient compatibles avec les grandes orientations posées par le SCOT. Voyons maintenant l'ordonnance du 17 juin 2020. Qu'a-t-elle changé par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle? L'ordonnance du 17 juin a moderniser les règles applicables au SCOT. En cela, elle poursuit un objectif qui a été posé par la loi Elan du 23 novembre 2018. Cette modernisation, cela étant, ne s'applique pas tout de suite puisque l'ordonnance prévoit que ces nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1er avril 2021 pour les procédures qui auront démarré après le 1er avril 2021. Si une procédure d'élaboration ou de révision d'un SCOT est actuellement en cours, normalement, les nouvelles dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2020 ne s'appliquent pas, mais cette ordonnance prévoit que la collectivité qui a en charge la procédure actuellement en cours peut décider d'appliquer ces nouvelles dispositions si le projet de SCOT n'a pas encore été arrêté par l'organe délibérant et si le SCOT, qui est actuellement en cours de préparation, entrera en vigueur après le 1er avril 2021. Donc la date du 1er avril 2021 est une date charnière puisque c'est elle qui déterminera le moment d'application de ces nouvelles règles. Qu'est-ce qui change par rapport au droit existant avec cette ordonnance du 17 juin? Tout d'abord, la procédure d'élaboration des SCOT va être un petit peu plus démocratique qu'auparavant, puisque l'ordonnance prévoit que la personne publique qui aura en charge la procédure pourra associer lors de son élaboration ou lors de sa mise en œuvre les représentants de tout organisme public ou privé qu'elle jugera opportune, et ça vise notamment le cas des associations d'usagers ou les défenses de l'environnement dans la préparation de ce document d'urbanisme. En revanche, cela ne change pas, évidemment, la concertation avec le public qui doit être effectuée tout au long de l'élaboration du projet de SCOT reste, mais en plus de cette concertation avec le public, maintenant, ces organismes publics ou privés pourront être associés étroitement à l'élaboration du document. L'ordonnance prévoit aussi que la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est une commission qui doit être consultée notamment lorsque un document d'urbanisme prévoit une consommation des terres agricoles ou de terres naturelles, cette consultation qui auparavant pouvait être imposée en fonction du contenu du SCOT est désormais obligatoire. Cet organisme devra nécessairement être consulté lors de l'élaboration des futurs SCOT. En revanche, pour les communes, l'ordonnance de 2020 les exclut d'un élément important qui est l'initiative, la prise de décision pour élaborer un SCOT.
Avant l'ordonnance du 17 juin 2020, les communes pouvaient proposer d'elles-mêmes l'élaboration d'un SCOT. Cette suppression est supprimée par l'ordonnance de 2020 qui précise désormais que l'initiative d'un SCOT devra être nécessairement intercommunale ou pourra aussi résulter d'une décision prise à l'échelle d'un groupement d'intercommunalités. Mais en tout cas, les communes ne pourront plus à elles seules proposer l'élaboration d'un SCOT. Alors, en revanche, le rôle des communes dans la procédure du SCOT ne change pas, elle reste présente dans la procédure, par exemple pour donner un avis ou pour être consultée sur, lors des différentes étapes qui pourront impacter leur territoire. Mais au stade de l'initiative, là, les communes auront un rôle un peu moins important à jouer. Ce qui change avec l'ordonnance de 7 juin 2020, c'est le périmètre du SCOT. Auparavant, le SCOT, son périmètre devait être adapté sur le bassin de vie, donc qui est une notion plutôt géographique. Avec l'ordonnance du 17 juin 2020, le périmètre du SCOT devra être à l'avenir établi en fonction du bassin d'emploi. Donc, ce qui fait du SCOT un document qui va être un peu plus tourné vers les aspects économiques que sur des aspects qui auparavant étaient essentiellement démographiques. Et ce périmètre devra donc être défini en tenant compte des déplacements et des modes de vie au sein du bassin d'emploi, tout en incluant la protection des espaces naturels et agricoles, mais en tenant compte aussi des besoins en matière de logement, d'équipement, d'espaces verts, de services et d'emploi. Donc, on voit bien que c'est le bassin d'emploi qui va maintenant déterminer l'échelle du périmètre des futurs SCOT. Un des changements importants quand on lit cette ordonnance du 17 juin 2020, c'est la composition du dossier du SCOT, du document en tant que tel, puisque l'ordonnance toilette un petit peu cette composition et nous explique que le SCOT désormais se composera d'un projet d'aménagement stratégique, j'en parlerai dans quelques instants, d'un document d'orientation et d'objectifs, ça ne change pas, il existait déjà, et d'annexes, et avec des documents graphiques. Et on constate qu'avec cette définition, disparaît du contenu du SCOT le rapport de présentation, qui était généralement le document le plus volumineux du schéma, il ne fait plus partie des documents qui composent le SCOT. Mais cette modification, en fait, est un véritable trompe-l'œil, puisque quand on lit l'ordonnance, l'ordonnance explique que les annexes du SCOT devront contenir les mêmes informations qui auparavant figuraient dans le rapport de présentation, à savoir le diagnostic du territoire, l'évaluation environnementale, la justification des choix opérés par le SCOT et l'analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles et la justification des objectifs pour la limitation de cette consommation. Donc, finalement, le rapport de présentation n'existe plus en tant que tel, mais les informations qu'il devait contenir sont réintroduites dans le SCOT, elles devront figurer en annexe, mais elles devront quand même être là. Donc, le SCOT ne va pas maigrir, il va garder à peu près le même poids qu'auparavant. C'est juste un changement de format et de présentation des choses qui est prévu par cette ordonnance. Ce qui disparaît aussi, c'est le PADD, le Programme d'aménagement et de développement durable, qui est remplacé par, nous dit l'ordonnance, le projet d'aménagement stratégique. Et ce projet d'aménagement stratégique, nous dit l'ordonnance, doit définir les objectifs de développement du territoire sur les 20 prochaines années, sur la base d'un diagnostic territorial et des enjeux. Donc, on voit bien que finalement, le projet d'aménagement stratégique a la même philosophie que le PADD. On a changé le nom du document, mais le contenu reste peu ou prou quasiment identique, puisqu'il s'agit de fixer des objectifs, et ces objectifs devront favoriser des choses un petit peu contradictoires, puisqu'il faudra poursuivre l'objectif de gestion économe de l'espace pour limiter
l'artificialisation des sols et promouvoir la transition écologique et énergétique, mais en même temps, il faudra poursuivre un objectif d'offre d'habitat, donc il faudra construire des logements et inclure des services et des modalités de mobilité adaptées aux nouveaux modes de vie, et promouvoir en même temps que tout cela une agriculture, alors contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux. On reconnaîtra ici l'introduction de cette priorité maintenant qui est de favoriser les circuits courts, mais tout cela en respectant la qualité des espaces tant urbains que naturels et des paysages. Donc, autrement dit, il faudra construire plus de façon écologique, sans consommer d'espace et en respectant les sites naturels et les paysages. Donc le PADD restera un document important dans le SCOT et pourra tenir lieu de projets de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural. L'une des innovations majeures de l'ordonnance du 17 juin 2020, c'est de penser aux collectivités qui vont être chargées de mettre en œuvre le SCOT, donc notamment les communes ou les intercommunalités compétentes en matière de PLU. L'ordonnance du 17 juin permettra, ce n'est pas obligatoire, mais c'est permis, permettra aux auteurs du SCOT de fixer un programme d'action qui permettra de faire de la pédagogie pour aider les collectivités dans la mise en œuvre du schéma et des grandes orientations. Donc, le SCOT pourra notamment préciser comment il doit être mis en œuvre, comment il doit être appliqué aux échelles inférieures du territoire qu'il prévoit. Le document d'orientation et d'objectifs, on l'a vu tout à l'heure, lui reste, ce n'est pas très impacté. Il y a juste un petit toilettage de forme, puisque au lieu d'avoir les 11 sous-sections qui existent à l'heure actuelle, le contenu sera ramené à 5 sous-sections principales, mais qui concernent des matières qui sont déjà traitées par les SCOT et qui sont guère modifiées, à savoir le développement économique, la préservation de l'activité agricole, la transition énergétique, l'optimisation des espaces urbains, etc., etc. Bref, ce qui existait déjà dans les SCOT actuels, mais sous un nombre un petit peu inférieur de catégories. Et enfin, là, c'est un peu le point d'interrogation de cette ordonnance. Cette ordonnance prévoit que si les différentes collectivités compétentes le décident, le SCOT pourra également avoir la valeur juridique du plan climat-air-énergie territorial. Et là, c'est la permission de faire une fusion entre ces deux documents, ce qui pourrait donner naissance à un super SCOT, c'est-à-dire un document qui serait à la fois document d'urbanisme et à la fois plan climat-air-énergie territorial, donc qui regrouperait le contenu de ces deux documents et ce qui donnera un document d'urbanisme encore plus volumineux qu'auparavant. Voilà pour les différentes innovations de cette ordonnance du 17 juin 2020. Évidemment, maintenant, des textes d'application devraient être précisés et n'oublions pas que cette ordonnance, pour être complètement finalisée, devra être approuvée par le Parlement pour pouvoir entrer en vigueur le 1er avril 2021, comme elle le prévoit. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre intervention.